Bonjour à tous, nouveau rendez-vous ici à Polytech avec une nouvelle émission sur le thème des quartiers et plus spécifiquement sur le thème de la gestion énergétique des quartiers. Et pour cela, nous avons deux invités. Comme d'habitude, vous connaissez la formule. Alors, à ma gauche, Béatrice Couturier, bonjour. Vous êtes chargée de mission en charge des projets d'écoquartier au Grand Lyon. Voilà. Et à vos côtés, Eric Lelguen, très précisément. Vous êtes PDG d'Embix, c'est une filiale du groupe Bouygues et Alstom et vous faites notamment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage Smart Grid, c'est bien cela ? Voilà, tout à fait, bonjour d'abord, et du pilotage énergétique aussi à l'échelle de l'écoquartier. Bon, très bien. Alors, nous verrons dans cette émission que vos structures respectives travaillent sur des projets pilotes, sur des nouvelles technologies, des nouvelles approches. Mais avant toute chose, peut-être pour poser un peu le débat, face aux enjeux énergétiques dans la ville, est-ce que le quartier, c'est la bonne échelle de travail, c'est par rapport à travailler sur l'agglomération ou sur l'habitat ? C'est une échelle effectivement très pertinente, parce qu'on voit qu'on a passé plusieurs étapes en fait dans la réflexion énergétique. Donc on était sur une première période où on a vraiment considéré l'énergie à l'échelle, on va dire, du logement, voire du bâtiment, de l'immeuble, et puis plus sur des équipements, sur tout ce qui pouvait être lié aux fournisseurs d'énergie. Mais on était dans une approche très cloisonnée, c'est-à-dire que quand on faisait de l'aménagement sur des projets urbain, on ne se posait pas la question des choix d'approvisionnement énergétique, c'est-à-dire qu'on allait chercher des vecteurs d'énergie classiques, donc l'électricité, le gaz, et on fonctionnait sur des modèles, on va dire, courants, donc sans se réfléchir à la fois sur les questions d'approvisionnement, ni sur des questions d'efficacité, ni sur des questions de renouvelables, ni de performance énergétique. Voilà. Et depuis quelques années, on a vraiment passé un cap, c'est-à-dire que maintenant, bon, sous, on va dire, différentes considérations, à la fois l'augmentation du prix de l'énergie, etc. Il y a vraiment une volonté de remettre l'énergie au cœur de la réflexion sur les quartiers. Donc toute la démarche éco-quartier, qui n'est pas qu'une démarche à proprement parler énergétique, bien sûr, qui comprend tout un tas d'autres volets, notamment le bien-être, la qualité de vie, etc. Mais la partie énergétique devient relativement importante et surtout, on franchit des étapes puisque, comme je disais, on n'est plus à l'échelle du bâtiment ou du logement, mais vraiment, on se pose des questions maintenant à l'échelle du quartier. Donc ça, c'est intéressant puisque on réfléchit absolument plus de la même manière. Donc on travaille bien sûr dès ce qu'on appelle nous les schémas de composition urbaine, donc à prendre en compte des approches bioclimatiques. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on avait un peu perdues de vue, mais qu'on retrouve depuis quelques années. Donc pour vraiment être dans un triptyque aussi, qui est celui proposé par l'association Négawatt et personnellement j'y adhère beaucoup, qui est le triptyque de la sobriété, efficacité, renouvelable. Très bien. Eric Lelguen, le quartier, c'est le bon entre-deux pour travailler sur les questions énergétiques ? Oui, je pense en fait l'écoquartier, c'est aussi un point de rencontre. Parce que pour reprendre ce que disait madame, il y a eu effectivement beaucoup de travail fait au niveau du bâtiment. Et si je prends en symétrique, l'optimisation énergétique était plutôt vue comme un problème à adresser au niveau de l'État. Et au niveau de l'État, on avait effectivement une optimisation d'un parc nucléaire d'un côté, d'un parc hydraulique pour gérer la pointe et d'une consommation globale. Et puis on se basait sur un réseau maillé qui faisait que finalement, si je simplifie, peu importe où on produisait l'électricité pour aller alimenter la ville de Brest, si on la produisait à partir de Lyon, ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on se rend compte que les sources de production, elles se rapprochent de l'écoquartier, que les points de consommation importants avec le véhicule électrique et autres, on les retrouve aussi au niveau de l'écoquartier. Donc on a d'un côté un pilotage énergétique qui est plutôt au niveau national, de l'autre côté, et je vous rejoins tout à fait, un très beau travail et gros travail qui a été fait au niveau du bâtiment, mais finalement on ne veut pas recréer au niveau du bâtiment un pilotage énergétique autonome et fermé, alors qu'au niveau d'un écoquartier on peut faire qu'un bâtiment et que du résidentiel par exemple contribuent, travaillent ensemble pour arriver à un lissage de la consommation énergétique. Donc ça nous semble vraiment la maille qui est pertinente et finalement quand on y réfléchit c'est une maille qui est assez peu traitée aujourd'hui. Si on prend l'exemple français, on a RTE qui gère parfaitement bien le réseau national, ERDF qui travaille à l'échelle du département, un centre de contrôle, une ACR en France, ça gère 3 départements, mais finalement quand vous restez à ce niveau de maille-là, vous n'êtes pas forcément capable de gérer le photovoltaïque ou les éoliens de l'écoquartier. Donc il y a vraiment cette problématique-là qu'il faut adresser si on veut demain être capable d'avoir des écoquartiers
qui ne sont surtout pas entièrement autonomes, c'est pas l'idée, mais qui ont un certain degré d'autonomie, qui dans des moments où le réseau est en difficulté peuvent fonctionner tout seuls, et avec quelque part un corollaire qui est éviter des surdépenses dans des infrastructures qui permettent de balader des électrons finalement sur le territoire français. Vous l'avez un peu évoqué, on parle souvent de la consommation, il y a aussi la production, puisque ces quartiers sont équipés de moyens de production. Voilà, tout à fait. Donc le premier objectif, il est clair, c'est effectivement au niveau de la construction, au niveau du bâtiment neuf, d'arriver à avoir des solutions performantes en termes de consommation. Je sais que vous l'évoquerez, madame, mais c'est aussi le gros travail qu'il y a à faire au niveau de l'existant pour arriver à des niveaux de consommation plus corrects. Mais l'écoquartier, c'est aussi des éléments de production avec les panneaux photovoltaïques et autres, des éléments de production qui sont intéressants. Ils sont intéressants parce que ce sont des points de production qui finalement sont au plus proche des points de consommation, et ils présentent aussi un certain nombre de difficultés, certaines bien connues. On parle de l'intermittence des énergies renouvelables. Quand il y a un nuage, effectivement, il y a un peu moins de production de panneaux photovoltaïques. Donc ces soucis-là, ou cette problématique-là, puisque c'est plus une problématique qu'un souci, une problématique à adresser, on commence aujourd'hui à savoir l'adresser via des moyens de stockage, via un pilotage de la consommation qui permet de réduire la consommation à certains moments. Donc les technologies existent, et l'écoquartier devient en fait, oui, un petit système dans lequel il faut prendre en compte l'ensemble des éléments du pilotage énergétique. J'ai mentionné aussi le stockage qui va devenir un élément important. Parfait. Béatrice Couturier, avant de parler du projet européen Smart Grid, auquel on consacrera un chapitre de cette émission, comment une collectivité locale comme la vôtre s'est emparée de ces sujets énergétiques? C'est pas forcément dans sa compétence. Est-ce que ça a changé les façons de travailler, peut-être les appels d'offres, enfin, qu'est-ce que ça a changé dans une collectivité comme la vôtre? Ça a changé beaucoup de choses, effectivement, parce que nous, on a commencé à s'intéresser à ces questions énergétiques dans les années 2003-2004. Et en fait, à cette époque, on était encore sur l'approche très bâtiment. Donc, on avait travaillé sur des outils qu'on appelait des référentiels. Donc, on a un référentiel habitat durable et un référentiel bureau, donc l'équivalent pour le tertiaire. Et en fait, ces outils-là, nous avons cherché à les faire appliquer sur les constructions, donc dans les projets urbains initiés par le Grand Lyon, ainsi que sur les cessions de terrain vendues par le Grand Lyon, et aussi sur toute la production de logements sociaux. Donc pour nous, il y avait un véritable enjeu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de réduire les besoins, de faire des bâtiments performants, d'améliorer l'efficacité énergétique, et aussi d'aller progressivement sur l'utilisation des énergies renouvelables. Et il y avait aussi un enjeu pour nous très important, c'est qu'on commençait à prendre conscience de la problématique d'évolution du prix de l'énergie, et donc on était vraiment dans l'état d'esprit d'essayer de faire des bâtiments aussi qui soient économes en termes de charges ultérieures pour les occupants. Donc voilà, c'était ces deux éléments qui ont guidé notre réflexion. Donc on a commencé sur cette première période à faire appliquer nos référentiels habitat et bureau, et puis progressivement le champ a été élargi, le champ de la réflexion sur l'énergie a été élargi à l'échelle du quartier, puisque là on s'est retrouvé donc dans les années 2007-2008 dans toute la problématique Grenelle de l'environnement, et puis réflexion à l'échelle des écoquartiers. Donc là, on a commencé à réfléchir sur l'énergie à l'échelle du quartier. Donc c'est ce que disait très bien monsieur, avec toutes les problématiques que ça pose. C'est-à-dire qu'on sait que tous les bâtiments ne vont pas devenir producteurs d'énergie, ça c'est impossible. Mais quand même, on réfléchit au mieux à des solutions d'énergie décentralisées. Et il y en a beaucoup, simplement, bon, il suffit de les exploiter. Nous, on croit beaucoup à la démarche également sur les réseaux de chaleur. Donc on essaye de favoriser au maximum le développement et le déploiement de nos réseaux de chaleur. Et on essaye de favoriser aussi le raccordement donc, des usagers sur ce réseau de chaleur. Très bien. Eric Lelguen, je voyais acquiescer. Vous qui travaillez justement avec les décideurs politiques, les collectivités, est-ce que vous percevez ce changement d'état d'esprit, l'intégration de ces nouvelles démarches? Oui, j'acquiesçais aussi aux commentaires sur les réseaux de chaleur. Un point important, et pour tous ceux qui entendent parler depuis quelques années de Smart Grid, c'est de bien comprendre aussi que sur l'écoquartier, on va adresser la problématique énergétique dans son ensemble. Et l'adresser dans son ensemble, c'est pas l'adresser uniquement sous l'angle électrique, mais c'est adresser aussi la géothermie, le réseau de chaleur et toutes ces différentes solutions, en prenant bien en compte la complémentarité en fait des deux, de cette électricité qu'on produit, qu'on transporte facilement, mais qu'on stocke très
très difficilement, et à l'opposé, ce réseau de chaleur dont on peut stocker cette énergie qu'on peut stocker finalement assez facilement. Donc c'est vraiment un autre silo, et je reviendrai sur la notion de silo sur lequel il va falloir travailler, c'est faire que ces deux mondes qui finalement cohabitaient sans se prendre en compte, sans se regarder, voire en s'opposant dans certains cas de figure, arrivent à travailler ensemble pour obtenir un optimum énergétique au niveau de l'écoquartier. D'accord. Alors, vous illustrerez tout à l'heure vos propos avec le projet EasyGrid. En attendant, on va rester à Lyon, puisqu'on est à Lyon aujourd'hui. Parlons de ce projet européen Transform sur le quartier de la Part-Dieu, avec d'autres métropoles européennes d'ailleurs. Je crois que c'est un projet en concertation, collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette opération, Béatrice Couturier, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore? Donc, c'est un projet européen qui a été lancé dans le cadre de l'appel à projet Smart Cities de la Commission européenne, donc dans le cadre du FP7, et qui visait à faire réfléchir différentes collectivités et des opérateurs énergétiques, grands groupes, instituts de recherche, etc., sur les questions de la planification énergétique à l'échelle d'un quartier. Alors nous avons répondu à cet appel à projet avec 5 autres villes, donc Vienne, Copenhague, Amsterdam, Hambourg et Gênes, et nous commençons à travailler. Donc on a défini une proposition de travail qu'on a remis à la Commission européenne, qui a été acceptée, qui a même été classée lauréate. Et donc aujourd'hui, la question c'est déjà de se mettre d'accord sur une définition de qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente. Donc les 6 villes vont travailler ensemble sur cette définition-là, donc ce qu'on appelle la Smart City. Et ensuite, il s'agira pour chacune des villes donc, de proposer un quartier de démonstration. Et sur ce quartier de démonstration, on devra appliquer un processus de transition énergétique. C'est-à-dire que le quartier de démonstration doit faire l'objet d'un projet urbain important. Donc sur Lyon, nous avons choisi le projet Part-Dieu, qui est l'un des grands projets du mandat en cours et du futur mandat, puisqu'on est sur un horizon 2030. Et ce projet Part-Dieu donc, doit permettre de réaliser environ 900 000 m² de construction supplémentaire et 400 000 m² d'immeubles à réhabiliter. Donc il s'agit pour l'instant de poser le diagnostic énergétique, l'état initial énergétique du quartier, à ce jour, donc horizon 2012, et puis d'essayer d'identifier quels seront les besoins futurs, mais toujours dans une perspective de sobriété, d'efficacité, d'introduction des énergies renouvelables. Donc ensuite, il va falloir il s'agit d'écrire un processus de transition énergétique, donc c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes qui vont nous permettre de mener à bien cette transition énergétique. D'accord. Avec quelle ambition, quel objectif? Est-ce que c'est déjà fixé en termes de performance, ou on est encore dans le... Alors, sur le quartier Part-Dieu, on réfléchit sur une hypothèse de bilan énergétique constant. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que les 400 000 m² d'immeubles à réhabiliter arrivent à faire baisser suffisamment les consommations pour compenser donc, les besoins des 900 000 m² des immeubles neufs. Donc ça, c'était notre hypothèse de travail. Donc ça nous servira aussi, ce projet européen, à vérifier si elle est réaliste. Et c'est vraiment un travail de modélisation énergétique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur des consommations réelles, donc pour identifier le diagnostic énergétique du quartier, combien aujourd'hui consomme le quartier. Il y a aussi des questions, on va dire, de puissance appelée pour les énergéticiens, puisque dans ce projet, au niveau local, on est engagé avec ERDF et une association de promotion des énergies renouvelables qui s'appelle ESPUL. Mais on est aussi suivi de près par GRDF et on doit faire le travail également sur le réseau de chaleur et de froid du quartier Part-Dieu. Très bien. Juste pour finir sur le calendrier, j'ai noté audit énergétique, identification des besoins, la mise en place des systèmes, des solutions, ce sera à quelle échéance? Alors là, on est sur un programme de recherche et développement. En fait, on n'est pas sur un programme de démonstration, donc c'est un programme de 3 ans et qui doit nous permettre en fait de travailler sur une modélisation d'un processus de planification énergétique. Donc on doit être capable de proposer un modèle de planification énergétique à l'échelle d'un quartier qui soit ensuite réplicable à l'échelle de l'agglomération. Voilà. Mais c'est plus sur des outils de modélisation que sur du résultat concret, parce que le projet Part-Dieu sur un horizon 2030. Donc bien sûr, nous allons travailler avec chacun des programmes immobiliers des immeubles à réhabiliter pour être dans une perspective d'efficacité énergétique, de réduction des besoins, mais on dépassera largement l'échelle du projet, qui lui est plus sur un travail de proposer un outil de modélisation. C'est noté. Autre projet, autre invité. Du côté d'MBX, vous avez travaillé sur le projet EasyGrid et j'en perds mes fiches, voilà, les voilà. À votre tour, je vais peut-être vous demander de nous présenter un petit peu ce projet pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et puis après, on rentrera un peu dans les détails de la démarche et technologique. Oui, alors déjà, la genèse de ce projet MBX, en fait,
Nous avons tous ensemble décidé sous la houlette de Bouygues Immobilier de démarrer ce projet ICGrid. Et en fait, ça a été le résultat d'une analyse. On s'est dit que beaucoup de monde parlait de Smart City, d'écoquartier, de pilotage intelligent, de Smart Grid, mais que finalement, au moins en France, les réalisations concrètes manquaient un peu. Et on s'est dit aussi que pour mieux spécifier les écoquartiers intelligents de demain, il fallait avoir une bonne connaissance de l'existant. Donc le premier point, ça a été de se dire de trouver un terrain, ce que je vais appeler un terrain de jeu, qui soit un quartier raisonnablement récent et de faire un état des lieux. Donc se dire dans cet écoquartier, qu'est-ce que j'ai, de quoi je dispose comme intelligence. Et le premier point, je dirais, ou la première conclusion de cet état des lieux, c'était de se dire que finalement, cet écoquartier disposait de beaucoup d'éléments qui par eux-mêmes étaient intelligents, qui n'avaient surtout pas prévu d'échanger ensemble. Pour l'exemple, au niveau du bâtiment, on avait des GTB ou des GTC, des systèmes de pilotage du bâtiment qui fonctionnaient bien, mais ce bâtiment n'avait jamais prévu de donner, encore moins en temps réel, des éléments de consommation au reste du monde. Au niveau de l'éclairage public, on avait un système intelligent, mais qui finalement travaillait assez peu avec le reste du monde. Donc arriver à réduire une consommation électrique de l'éclairage public à certains moments, c'était simplement impossible à faire. Même remarque, et là en sortant des systèmes d'information, au niveau du photovoltaïque, tout le monde présente un peu partout les mécaniques d'autoconsommation et autres. Dans le cas d'ICGrid, pour faire simple, l'autoconsommation n'était simplement pas envisageable, puisque les panneaux solaires produisaient un niveau de tension donné et les gens consommaient un autre niveau de tension. Donc à moins de mettre un transfo, ce qu'on a fait, on ne pouvait simplement pas imaginer l'autoconsommation que tout le monde présente dans les slides. Donc c'était vraiment un écoquartier qui était finalement qui disposait de beaucoup de technologies modernes, mais avec une vision de la situation d'aujourd'hui et pas avec une vision prospective. Donc le premier travail, et ça nous a pris 1 an et demi, ça a été de mettre à niveau tous ces systèmes, de les compléter en rajoutant du stockage, en rajoutant des bornes intelligentes, en regardant aussi les problématiques sous un angle technologique, mais aussi sous un angle modèle d'affaires. Pour l'exemple, par exemple, en stockage, on a décidé de mettre 2 éléments de stockage, d'en mettre dans le bâtiment, c'est-à-dire dans l'espace privé, et d'en mettre au niveau du poste de distribution, c'est-à-dire dans l'espace public. Technologiquement, c'est exactement la même chose. En termes de gestion des ressources, on rentre sur des business models complètement différents. Et une fois qu'on a dit ça, donc ce qu'on veut aussi faire, c'est arriver à avoir une problématique un peu plus énergétique, un peu plus globale, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est-à-dire pas uniquement électrique. Et donc une fois qu'on aura rendu tous ces systèmes communicants, qui communiqueront avec ce pilote et ce système de pilotage énergétique qu'Embix met en place à l'échelle de l'écoquartier, on va essayer de sortir de l'optimum local qu'on peut avoir pour avoir un optimum au niveau de l'écoquartier. Et cet optimum au niveau de l'écoquartier, c'est ça qui amène de la valeur pour la collectivité, c'est ça qui va permettre de réduire entre autres les coûts d'infrastructure. Et cet optimum, ce sera à quelle échéance? Vous avez déjà une idée du calendrier? On a aujourd'hui les premiers résultats, puisque la remontée des informations est pratiquement acquise aujourd'hui, et sur juin de 2013, donc on commencera à avoir les premiers résultats et on a déjà les premiers scénarios d'optimisation avec l'ensemble de nos partenaires, ERDF, EDF par exemple, sur ce projet. Dans votre introduction, vous parliez de vous confronter à la réalité. Alors justement, j'imagine qu'il y a des réalités techniques et puis aussi peut-être quand on parle des écoquartiers ou des quartiers intelligents, on pense souvent aux questions de respect de la vie privée ou même des protocoles. On sait que parfois les protocoles ne communiquent pas. Est-ce qu'il y a justement des points comme ça qui ont été repérés en travaillant dans le réel? Oui, alors en travaillant dans le réel, et je vais répondre à votre question par l'exemple et en citant mon exemple personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est dit que finalement on allait vouloir remonter de l'information de consommation du particulier, bon, le premier organisme avec lequel on a travaillé, c'est bien sûr la CNIL, pour s'assurer du respect de la vie privée. Mais comme je voulais aller un peu plus loin que la CNIL, j'ai décidé de mettre chez moi un système de pilotage de la consommation. Et j'avoue que j'ai été assez surpris, parce qu'en regardant la courbe de charge chez moi, dans le détail, je sais à peu près l'heure à laquelle je me lève, l'heure à laquelle je mets ma plaque chauffante et l'heure à laquelle je prends une douche ou un bain, parce que la douche ou le bain, vous pouvez le détecter aussi assez facilement. Donc c'est là que vous comprenez que tous les débats de respect de la vie privée et autres ne sont pas que des débats théoriques. Et donc très concrètement, donc sur ICGrid, déjà, on travaille main dans la main avec la CNIL pour s'assurer que qu'on travaille vraiment au respect de la vie privée. Et très concrètement, en termes de technologie, ça veut dire que sur ICGrid, même s'il y a des bêta-testeurs, donc des personnes qui ont accepté de travailler avec nous sur ce projet, donc des personnes qui ont un pilotage énergétique chez elles, les informations qui sont remontées sont ce qu'on appelle les informations agrégées, donc qui sont la somme de consommation et qui rendent absolument impossible d'avoir dans le détail la consommation d'un tel ou d'un tel.
Alors, je vais peut-être pas vous demander à quelle heure vous prenez votre bain ou vous vous levez, je me permettrai pas, mais je vais par contre élargir le sujet et le débat tous les deux. Là, on voit des projets assez en amont, assez de recherche, d'expérimentation. Quel est le degré de maturité de ces sujets à quelle échéance on peut espérer voir en France des écoquartiers intelligents et bien installés? Béatrice Couturier, peut-être. Je crois qu'on en voit déjà. Après, effectivement, tout dépend ce qu'on entend par la notion d'écoquartier intelligent. Mais c'est vrai que sur ces questions énergétiques, nous, on a, on va dire, 2 projets qu'on peut vraiment considérer comme des écoquartiers à part entière. Il y a le projet Confluence, bien sûr, sur lesquels il y a tout un tas de démonstrateurs, dont le NEDO. Alors, je crois qu'il y a eu pas mal de présentations qui ont été faites dans le cadre de Polytech sur le stand du Grand Lyon, notamment, et sur le stand du NEDO. Je ne veux pas revenir dessus, mais là, on est vraiment dans le cadre de l'écoquartier, puisqu'on a été labellisé écoquartier par le ministère du Développement durable. Et en plus, là, on est dans une démarche vraiment d'innovation via ces démonstrateurs NEDO, donc qui vont sur des bâtiments à énergie positive, l'instrumentation, aussi des suivis de consommation à l'échelle du quartier. Vraiment, on travaille sur des véhicules électriques, donc on est vraiment sur une expérimentation tous azimuts. Mais sans aller jusqu'à ce haut niveau, on va dire, d'investissement technologique, on a quand même pas mal de projets ou d'opérations qui ont aujourd'hui des caractéristiques d'écoquartier, ne serait-ce que parce qu'elles ont un réseau de chaleur et qu'on a complètement changé le mix énergétique du réseau de chaleur. Par exemple, le quartier de la Duchère, sur lequel on était donc sur des énergies fossiles, on est passé complètement en biomasse. Donc aujourd'hui, on est sur une problématique, on a couplé avec ces questions-là de réseau de chaleur, des démarches de réhabilitation performante des bâtiments. Donc on peut vraiment considérer que sur le volet énergétique, ces quartiers-là sont aussi des écoquartiers très performants. Voilà. Il y a une question cruciale quand on parle aux collectivités, c'est celui du financement. Est-ce que pour ce type d'équipement, de solutions, les modèles économiques existent? On sait déjà comment financer ce type d'investissement. C'est quand même des infrastructures qu'on peut imaginer assez lourdes. Oui, alors il y a plusieurs niveaux de réponse. C'est vrai que un premier niveau de réponse, c'est que le prix de l'énergie augmente. Donc, de toute façon, les collectivités, quelles qu'elles soient, sont confrontées à cette question. Et il y avait des énergies, il y a de la ressource énergétique disponible, mobilisable, à laquelle on ne pensait pas forcément jusqu'à présent, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on était sur des problématiques, on était surtout liés par, on va dire, le développement énergétique français, à savoir utiliser l'électricité, utiliser le gaz, et voilà. Et sachant que maintenant, on va de plus en plus sur des solutions d'énergie à la fois décentralisées sur les énergies renouvelables, mais aussi sur des énergies de récupération. Donc on peut récupérer des tas de choses. On peut récupérer la chaleur des déchets, on peut récupérer la chaleur industrielle, la chaleur des eaux usées, des eaux d'exode des parkings. Donc voilà, on va aller vers des types de solutions. Alors pour l'instant, effectivement, on va dire l'équation économique n'est pas forcément avantageuse, ou réglée, mais elle le devient quand même de plus en plus, quoi. Et puis il y a aussi des effets boule de neige quand on commence à travailler sur certains développements techniques. Tout à coup, on voit que le prix devient de moins en moins élevé. Donc voilà, on va aussi s'appuyer là-dessus. Mais le projet européen Transform doit aussi proposer un modèle de financement de la transition énergétique. Donc c'est exactement, ça rejoint la préoccupation de l'Union européenne, qui est de dire il faut aller vers une transition énergétique, mais comment arriver à la financer et comment trouver le modèle financier qui va permettre aux collectivités de passer les différentes étapes. Éric Lelguen, sur ces sujets, avec peut-être aussi les facteurs qui pourraient doper ces quartiers, l'émergence de ces quartiers intelligents. Alors, deux points dans votre question. Le premier, c'était en fait à quel moment va-t-on voir des écoquartiers intelligents, et le deuxième, c'était le modèle économique. Donc je vais répondre aux deux. Sur les écoquartiers intelligents et une gestion énergétique intelligente, probablement que j'aurais une réponse beaucoup plus nuancée il y a un an. Aujourd'hui, à la lecture des derniers appels d'offres, de la qualité de ces appels d'offres, j'ai vraiment l'impression qu'entre 2011 et 2012, on est en train de vivre une transition. C'est-à-dire 2011, tout le monde voulait avoir un écoquartier, toutes les collectivités voulaient avoir un écoquartier. Pour stigmatiser un peu un écoquartier, ça voulait dire un panneau solaire quelque part dans l'installation, et puis ça s'appelait écoquartier et tout le monde était content. Aujourd'hui, on commence à voir des appels d'offres qui sont très pertinents, où les élus nous demandent si je prends un exemple qui va très loin de l'énergie,
s'agit de réduire des places de parking, nous demandent de faire travailler ensemble un réseau électrique et un réseau de chaleur, nous demandent de trouver une énergie avec une véritable mesure de l'empreinte carbone et mesure globale. Donc le niveau des appels d'offres aujourd'hui va conduire les industriels à amener des solutions de plus haut niveau. Et à nouveau, je peux prendre les derniers îlots que j'ai vus sur la région lyonnaise. Donc on voit effectivement ce haut niveau, on voit des urbanistes aujourd'hui s'appuyer sur des cabinets spécialisés avec des spécifications smart grid pour éviter justement tout ce que j'ai expliqué sur EasyGrid, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui fonctionnent sans se parler entre eux et qui ne permettent pas l'optimum global. Alors, ça c'est pour la maturité. Ça c'est pour la maturité. Et voilà. Pour l'économie. Alors pour le modèle économique, sur le modèle économique, je voudrais quand même faire une distinction importante, parce que quand on parle de modèle économique de l'écoquartier, j'ai toujours la crainte qu'on mélange un peu deux choses différentes. Donc, il y a un sujet énergie renouvelable, il y a un sujet stockage. Les énergies renouvelables seront ou non aidées à certains moments, comme on a ou non aidé certaines énergies à d'autres moments. Et ça, c'est un sujet. Par contre, toute cette intelligence qu'on va mettre au-dessus, tout ce pilotage, toute cette gestion intelligente, j'ai cité l'exemple des parkings, mais je cite les mêmes exemples s'appliquent dans l'énergie. Toute cette gestion intelligente a un retour sur investissement à peu près évident. Cette gestion intelligente, c'est maximiser le profit que je peux tirer des ressources. Je ne réponds pas à la question est-ce que ces ressources-là ont un rationnel économique. Je pense que oui, et la parité réseau, je pense qu'on va l'atteindre très vite. Mais une fois que vous avez dit ça, une fois que vous avez fait ce pari énergie renouvelable, ce pari réduction de l'empreinte carbone, il apparaît assez évident que c'est pertinent de pouvoir, par exemple, réutiliser cette énergie localement pour éviter des surcoûts d'infrastructures. Par l'exemple, et pour citer un exemple sur un campus, le Technocentre de Renault. Technocentre de Renault 2015, il y a un millier de collaborateurs de Renault qui ont annoncé qu'ils étaient prêts à venir en véhicule électrique. Si ce millier de collaborateurs, le matin à 8 h, se branchent, si vous mettez aucune intelligence, vous allez avoir un pic de consommation de 3 MW. Ils sont en charge lente. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre un peu d'intelligence et de faire que vous allez simplement recharger les 100 ou 200 collaborateurs qui repartent dans les 2 heures? Ça se traduit en gain économique évident parce que vous réduisez les coûts d'infrastructure. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce gain économique se traduit aussi en gain environnemental parce que finalement, par les euros ou par les empreintes carbone, à ce niveau-là, c'est à peu près la même chose. Donc je pense que le rationnel économique est là et je pense qu'on va véritablement voir ce que je vais appeler de vrais écoquartiers, et Lyon en est un très bel exemple au travers des réalisations, au travers du projet Transform, au travers des différents îlots autour de Confluence. Je vous coupe parce qu'on va rentrer on est dans les prolongations de cette émission pratiquement. Peut-être juste pour finir, moi ce que je retire de vos échanges, c'est que voilà, industriels, collectivités et décideurs ont peut-être appris à se parler et le travail de collaboration a avancé sur ces sujets. Je vais laisser le mot de la fin pour Béatrice Couturier qui voulait réagir sur ces sujets. Non, c'est exactement ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle forme de partenariat aujourd'hui entre les énergéticiens et les collectivités. Je pense que jusqu'à présent, ces mondes fonctionnaient chacun, on va dire, dans leur cloisonnement. Et aujourd'hui, on est de plus en plus à l'écoute des problématiques aussi qui sont portées par les énergéticiens, parce que on est dans une démarche de dire, on sait qu'il va y avoir de nouvelles sources de production décentralisées. Donc la question, c'est comment les réseaux existants vont pouvoir les absorber. Concrètement, comment injecter de l'électricité photovoltaïque dans les réseaux aujourd'hui de ERDF. Et ça, pour ERDF, il y a des questions, on va dire, de lissage des pics, des pointes. Donc ça, c'est des sujets extrêmement importants. C'est-à-dire que si on fait sur des quartiers comme celui de la Part-Dieu, si on arrive à construire 900 000 m² supplémentaires, qu'est-ce que ça veut dire en termes de puissance installée? C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir de nouveaux investissements. Donc c'est tout un travail de programmation énergétique que les énergéticiens faisaient seuls jusqu'à présent. Nous, on faisait de la planification urbaine et maintenant, on est en train de voir qu'on croise les deux sujets. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Comptez sur nous pour suivre tous ces futurs développements. Merci à tous les deux pour votre participation. C'était une discussion très riche et très intéressante. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre Web TV Ville Durable se poursuit avec une dizaine d'autres émissions thématiques à découvrir sur Cleantech République. Restez verts, au revoir.